Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Marie Elederi, Sam78, Cthululu, Anthony Coco, Judas Frédéric, Flexbox, Alvin Go, Steven Arsan, Jeg et Emily Linkwang. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. On vous résume ça de manière compréhensible, agréable, sympathique à écouter. Ça vous fait passer une bonne petite heure en notre compagnie et en plus, j'espère, vous apprenez quelque chose. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et aujourd'hui, pour m'accompagner, puisqu'on va vous parler de sujets assez intéressants et même un petit peu complexes, notamment l'affaire de Cambridge Analytica, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui fait plus de bruit outre-Atlantique que chez nous, et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on va en entendre parler bientôt, un petit peu plus, parce que c'est assez important. Et puis on aura aussi bien sûr des infos sur l'Amazon Echo qui arrive en France, les plans pour Facebook qui va lancer son Oculus Go, un abonnement au VTC, pourquoi pas, etc., etc. La THD, l'état de la THD en France, du très haut débit, etc. Donc on a plein de choses dont on va vous parler pendant cette heure de tech. Et donc pour m'accompagner, j'ai d'une part Marion Doumain qui est avec nous encore une fois. Comment ça va, Marion ? Bonsoir, bonjour, très bien, ça va. Oui, tu es un petit peu malade, mais tu nous fais la gentillesse de venir quand même, donc je te remercie tout spécialement. Je t'en prie. Et de l'autre côté, on a Guillaume Vendée qui se joint à nous, lui aussi encore une fois. Comment ça va, Guillaume ? Ça va très bien, merci beaucoup Patrick pour l'invitation et salut Marion. Bon, écoutez, on a des gros sujets dont on va vous parler aujourd'hui. On va se lancer tout de suite parce qu'il y a de quoi faire. Le premier, le gros sujet de l'émission, c'est l'affaire Cambridge Analytica, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, mais je pense que les détails sont un petit peu complexes à appréhender. Donc je vais essayer de vous faire un résumé très grossier de cette affaire. Sans vulgarité quand même. Bon, je vais essayer, mais je pense que ça pourrait tirer quelques insultes à certaines personnes, parce que c'est quand même assez gros comme histoire. Vous l'avez suivi, non, vous, de votre côté quand même ? Oui, complètement, ouais. Ouais, je l'ai suivi un petit peu ce week-end. C'est complexe, c'est complexe. Votre sentiment, là, en 2 mots, avant que j'explique, vous vous sentez quoi ? Outré, intrigué, étonné ? Alors, de mon côté, c'est pas vraiment une surprise puisqu'on avait déjà eu des informations il y a quelque temps liées à ce type d'usage des données. Donc, c'est pas vraiment une surprise, sauf que là, on a beaucoup plus de détails, justement. Ouais, moi je confesse que c'est quelque chose que j'ai découvert ce week-end et c'est assez édifiant, même si parfois on a envie d'avoir des conclusions un peu rapides de Facebook qui est encore très fautif et encore fait de grandes bêtises, ce qui est vrai mais pas que. Donc je pense que c'est plus subtil que ça, quoi. Ouais, je suis assez d'accord et on va pouvoir en discuter et en débattre dans un moment. Mais avant ça, donc, comme promis, le résumé de cette affaire qui, comme tu le disais, Guillaume, a effectivement, ou je sais plus, ou Marion, ou les deux, a effectivement beaucoup à voir avec Facebook et la manière dont il gère nos données. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette société, Cambridge Analytica, est une société d'analyse de données qui a été fondée par des chercheurs financés par des donateurs et républicains américains. Et ils avaient comme but de construire des profils d'utilisateurs dans différents pays et notamment aux États-Unis, de manière à pouvoir les cibler ensuite pour des messages notamment à portée politique. Alors, les gens de Cambridge Analytica alors il y a tout un tas de sociétés différentes qui finalement l'organisation administrative n'a pas énormément d'importance, mais ce qui s'est passé, c'est que la société en question a eu un financement assez important et ils ont
à peu près dans le même temps, il y a 3 ans de ça, récupéré énormément de données de Facebook. Et ces données-là ont réussi à leur donner suffisamment d'informations pour construire des profils assez ciblés. Le truc, c'est que ces données, ils les ont récupérées de Facebook, non pas de manière, la récupération n'a pas vraiment été illégale, l'utilisation qu'ils en font ensuite est considérée, pourrait certainement être considérée comme illégale parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation. Mais le plus intéressant dans l'affaire, je pense, le truc qui fait tilter beaucoup de gens, c'est la manière dont ils ont récupéré ces informations. C'était tout simplement en faisant courir un test de personnalité qui est devenu un petit peu viral et qui a demandé aux gens qui passaient le test d'autoriser l'accès à leur compte Facebook. Et on sait que ces tests, il y en a énormément. Et les gens font les tests pour s'amuser, hein. C'est les trucs du genre, je sais pas à quel type de personne êtes-vous, quelle maison de Harry Potter, à quelle maison appartenez-vous, quel est votre animal totem, enfin ce genre de trucs un petit peu idiots. Et les gens le font de bon cœur, souvent donnent l'accès à leur compte Facebook parce qu'ils se disent ah bah c'est pour le test, ok je vais donner accès au truc, et ne se rendent pas compte que ces tests, la plupart du temps, ne sont pas juste des tests, mais sont des moyens d'avoir justement accès à vos informations. Et là où c'est particulièrement vicieux, c'est que la manière dont est organisé Facebook, ou en tout cas la manière dont était organisé Facebook à l'époque, permettait aux sociétés et aux applications qui obtenaient l'accès à vos comptes, à votre ensemble de données, d'avoir non pas vos données à vous uniquement, mais aussi les données de tous vos amis. Et en l'occurrence, ils ont réussi, avec ce test hyper buzzy, populaire, viral, à récupérer, enfin à obtenir l'accès au compte Facebook de, je sais plus combien, mais je crois que c'est 160 000 personnes, ou entre 100 et 400 000 personnes, je sais plus exactement, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que avec l'accès aux données de ces quelques centaines de milliers de personnes, ils ont en fait récupéré les données sur 50 millions de personnes. Parce que chaque personne à laquelle ils réussissaient à avoir accès leur donnait les informations sur 160 personnes supplémentaires. C'est peut-être de là que me vient... Ah oui, c'était 270 000 utilisateurs qui ont autorisé l'app Facebook autoriser l'app à avoir accès à leurs données Facebook. Donc, de ces 270 000 personnes, ils ont ensuite extrait les données de tous leurs amis, ce qui a donné 50 millions de personnes qu'ils ont pu profiler. Et à partir de là, ce qu'ils ont fait, c'est que, avec toutes ces données, vous savez que quand on parle de la valeur aujourd'hui du web, on dit, vous le savez si vous écoutez l'émission depuis un moment, la chose la plus importante, c'est les données. Les données. C'est toujours ce qui est le plus, qui a le plus de valeur. Et en l'occurrence, ils ont, grâce à ces données, réussi à extraire des ensembles de sets de choses qu'ils retrouvaient, qui étaient un petit peu étranges. L'exemple qu'ils donnent, qui a été, oui, parce qu'il faut le dire aussi, la raison pour laquelle ça ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a alors on sait pas très bien si les fondateurs employés, mais une des personnes qui travaillait chez Facebook Analytica, qui s'appelle Christopher Wiley, qui est devenu lanceur d'alerte pour parler de tout ce qui s'est passé dans cette société. Et il expliquait, l'exemple qu'il donnait, c'est que ils se sont rendus compte, par exemple, que les personnes qui cliquaient j'aime ou qui appréciaient les articles ou les mises à jour du type je déteste Israël, aimait aussi, étrangement, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il retrouvait chez ces gens-là beaucoup de gens qui aimaient les chaussures Nike et les Kit Kat, les barres chocolatées Kit Kat. Et du coup, avec cet ensemble de trucs, ils peuvent déduire que une personne qui va aimer les chaussures Nike et aimer les Kit Kat, du coup, va peut-être aussi avoir des opinions assez fortes par rapport à Israël et les cibler. Et ils ont ensuite donné des exemples de propagande qu'ils pouvaient faire, enfin de propagande, de messages politiques hyper forts qu'ils allaient envoyer
aux gens. Alors, on est en train de voir si ils ont eu un rôle dans la campagne du Brexit. C'est pas encore très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu un rôle dans la campagne de la campagne présidentielle des États-Unis de 2016. Évidemment, puisque comme je le disais à l'origine, les financiers de cette opération étaient des républicains influents et Steve Bannon, qu'on a retrouvé ensuite dans l'administration de Donald Trump, qui depuis a été évincé. Mais clairement, Steve Bannon est aussi l'un des architectes de cette nouvelle guerre culturelle et guerre d'information qui est en train de se livrer aux États-Unis et qui a vraiment des conséquences importantes, et on l'a vu, à mener à l'élection de Donald Trump. Bon, il y a eu énormément d'éléments différents, mais il donnait également l'exemple du fait que, enfin, si on veut donner un exemple, on peut dire il y a certaines personnes à qui tu vas pouvoir envoyer des messages hyper efficaces qui vont on va pas dire radicaliser, mais enfin qui vont les encourager à voter dans un sens ou dans l'autre, même si ces informations sont pas forcément juste exactes ou nuancées, enfin certainement pas nuancées. Bref, voilà la manière dont a fonctionné le truc. C'est un résumé. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais pas vous noyer avec tous les détails. Ça, c'est à mon sens les éléments les plus importants. Et je pense qu'il y a un certain nombre de réactions qu'on peut avoir avec toute cette histoire. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Peut-être que je vais donner, disons, d'abord la parole à Guillaume. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est grave ? Ou est-ce que, voilà, c'est comme ça, quoi ? Alors oui, c'est important et c'est grave, et en même temps, il faut pas, à mon sens, tirer des conclusions trop simplistes. Il y a des conclusions assez immédiates, hein, c'est que l'action Facebook elle perd 5% suite à ces annonces-là, et on va voir ce qui va se passer dans les jours suivants. Donc l'accueil par le grand public est pas forcément bon, mais c'est un petit peu ça aussi. Ça, c'est sans doute dû au fait que on s'attend à ce que la légifération sur Facebook soit un petit peu plus active, parce que les gens se rendent compte qu'il y a parce que je l'ai pas expliqué, mais l'utilisation des données était illégale. En théorie, cette société était censée utiliser ces données pour des questions de recherche et certainement pas pour ensuite cibler les gens. Et du coup, Facebook a dit qu'ils avaient envoyé une lettre exigeant le fait d'effacer les données. Cambridge Analytica dit oui on les a effacés, on n'en a plus du tout, on les utilise plus. Le lanceur d'alerte dit ouais mon œil, elles sont disponibles en clair partout, enfin tu peux pas les récupérer. Et surtout Facebook a fait le strict minimum quand ils s'en sont aperçus. Ils n'ont informé personne, c'est quand même pas hyper propre la manière dont ils ont géré l'affaire, quoi, parce que ça fait déjà 3 ans et c'est maintenant qu'on découvre le truc parce qu'il y a un lanceur d'alerte, alors que ce genre de fuite de données, si ça peut être caractérisé de la sorte, aurait dû être au moins géré de manière un petit peu plus ouverte par Facebook. Effectivement, c'est clairement l'attitude de Facebook qui laisse à désirer. Il faut aussi revoir. Alors, j'ai pas tout cerner tous les détails, mais il me semble que les API, donc la manière dont on se branchait à l'époque aux données de Facebook, permettait cet accès aux données des amis. Alors pas exactement aux données, mais à certains éléments de profil. Donc il y avait quelque chose d'un peu curieux par rapport à ça qui a été rectifié par la suite par Facebook. Tout à fait. Mais il y a effectivement une attitude un peu bizarre de la part de Facebook qui aurait même eu des signaux rouges en voyant l'accès à pas mal de données par une application et qui aurait arrêté effectivement les accès pendant un temps, et puis sous couvert d'avoir une application qui aurait une vocation d'étude plus ou moins scientifique, de recherche académique, ils auraient relancé la machine. Donc c'est vrai qu'il y a une attitude de la part de Facebook qui est gênante, mais moi ce qui me fait encore une fois peur, et c'était un peu le propos que je tenais tout à l'heure, c'est je voudrais pas. C'est bien qu'on pointe du doigt ce qui va pas du côté de chez Facebook, et je pense que c'est essentiel, et il y a besoin qu'on fasse attention à tout ça, il y a besoin que les choses changent. Ils ont pas bien communiqué, mais il me semble que l'origine du problème n'est pas que du côté de Facebook, et ça m'embête toujours un peu quand on pointe du doigt comme ça le grand responsable parce qu'il a une notoriété importante, qu'il a déjà une image qui est pas terrible au départ. Et je pense que encore une fois, il faut prendre des pincettes. C'est tout l'intérêt des échanges tech qu'on a, notamment en podcast, c'est de savoir
falloir aussi regarder les choses de manière un petit peu nuancée, je pense. Mais voilà, c'est clairement, on va pas les excuser, hein. Mais ne pointons pas du doigt que Facebook, je pense, dans cette histoire. Marion, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'en effet, il y a plusieurs points sur lesquels Facebook n'a pas bien joué sa carte. Il y a le fait de n'avoir pas vérifié la légitimité de l'étude académique, ou comme quoi là, on peut se questionner sur comment Facebook donne l'accès aux données des utilisateurs. Et est-ce que juste en disant, voilà, j'aimerais avoir accès aux données des utilisateurs parce que je fais de la recherche, est-ce qu'il vérifie derrière ? A priori, non. Et ça, c'est un vrai problème. Ensuite, il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas lorsqu'ils ont été au courant de l'utilisation frauduleuse de ces données-là, ils n'ont pas vérifié si les mesures avaient été appliquées par la société, donc la suppression de ces données-là. Et ensuite, il y a un autre problème et qui est un problème de notre temps et qui touche tous ces services qui collectent des données d'utilisateurs, c'est justement la protection des données des utilisateurs et qui est un des points clés de la RGPD, le règlement général sur la protection des données que la Commission européenne pousse et qui va rentrer en vigueur fin mai. Je vous avoue que au fur et à mesure qu'on voit sortir toutes ces histoires, de plus en plus, moi je suis un petit peu en train de me dire, d'ailleurs on aura quelques sujets un petit peu plus tard, je me dis bon ok allez-y, légiférer, réguler, c'est peut-être pas plus mal, alors qu'avant j'étais un petit peu plus hermétique à l'idée, ou disons un petit peu plus prudent quoi, mais... Ben, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment le privacy by design, qui est un des grands piliers de ce règlement, on va dire, va permettre d'avoir une compréhension plus simple pour les utilisateurs sur comment sont utilisées les données. Alors, ça sera contraignant, il y aura certaines contraintes en termes de navigation, et là, je suis assez curieuse de voir comment la navigation européenne, ces sites hébergés en Europe, ou ces sites qui sont accessibles à des utilisateurs européens, des citoyens européens, vont être impactés. Parce qu'en termes d'expérience, ça va vraiment changer. Mais en tout cas, ça va potentiellement permettre une meilleure protection de la vie privée dès la conception, en mettant en avant la responsabilité des concepteurs de ces services-là. C'est sûr que ça, c'est un élément important. Et à vrai dire, on est déjà en train de commencer à parler de tout ça et à essayer de régler les problèmes, notamment avec la législation qui est en train d'être mise en place en Europe. C'est pas du tout le cas ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelques mois encore, on était vu en Europe et comme je le dis, moi j'avais peut-être tendance à avoir un petit peu cette vision comme les vieux relous, tu sais, c'est genre waouh, c'est bon, pas besoin de faire tout ça, c'est lourd, ça ralentit tout, pourquoi? Et puis tout à coup, maintenant même, j'ai entendu de nombreux analystes américains qui d'habitude sont un petit peu plus libéraux, on va dire, ou un petit peu plus du côté et comment dire, ça fait partie de cette tendance qu'on voit depuis un certain temps où les grandes sociétés tech ont eu les mains complètement libres depuis un moment et maintenant on appelle à plus de responsabilité. Et ils regardent ce qui se passe en Europe et ils disent bah voilà, en Europe ils font comme ça et donc on aura telle et telle conséquence sur les services qui sont positifs. Et donc de plus en plus d'appels à légiférer même aux États-Unis, ce qui est assez intéressant. Moi, un point qui m'intéresse quand même autant que la responsabilité de Facebook, qui est certainement engagée et qui devrait peut-être être plus engagée que ça ne l'est, c'est aussi cette idée que beaucoup de gens se focalisent sur oui, la responsabilité de Facebook. Oui, est-ce que les données ont été utilisées de manière illégale et donc c'est super pas bien ce qu'a fait Cambridge Analytica. Mais si les données avaient été obtenues de manière légale, et il est tout à fait imaginable que peut-être qu'ils n'auront pas 50 millions de comptes, mais ils pourraient avoir un énorme set de données et pouvoir construire des types de profils qui soient tout aussi efficaces. Si c'est fait de manière légale, on n'a plus du tout la question. C'est une question presque annexe, la question de l'illégalité de la manière dont ils ont obtenu les données, parce que si les profils sont construits, ils peuvent quand même faire ce qu'ils ont fait. Et envoyer, par exemple, ils se rendent compte que Patrick Béja, il aime les sneakers et les Adidas, et donc ils vont envoyer des messages qui vont attiser ma haine, ma haine raciste anti-musulmane, tu vois. Ils vont envoyer des mimes et des machins spécifiquement ciblés à moi, mais là il y a rien d'illégal. C'est uniquement la partie construction du profil. S'ils ont les données qui relient entre eux tous les points, et c'est ça qui m'inquiète plus au final, c'est que l'histoire de
Cambridge Analytica est frustrante et inquiétante parce qu'ils ont utilisé les données qu'ils auraient pas dû utiliser. Ok, ça c'est une chose. Mais ce qu'ils ont fait, c'est simplement une technique qui peut être répliquée sans problème finalement. Et là, on n'a pas vraiment de solution. Et je sais pas comment on peut s'en sortir de cette partie de la problématique. Je sais pas si vous avez la même préoccupation, mais moi c'est surtout ça qui m'inquiète. Bah oui, clairement, parce qu'en plus, si on va même sur le terrain de la légalité, je crois avoir lu qu'ils se sont appuyés dans le cadre de la mise en place de cette étude sur le dispositif de Mechanical Turk, donc qui est une espèce de plateforme par Amazon qui permet de commander des actions. Et en gros, l'action c'était pour $1 ou $2. On répondait donc au quiz là, l'application This is your digital life, et puis on branchait son profil Facebook, ce qui n'était pas a priori possible selon les conditions générales d'utilisation de Mechanical Turk. Donc, de toute façon, tu as raison dans le sens où, sur le plan légal, sur le plan du respect des conditions d'utilisation, de toute façon, il y avait un non-respect déjà. Mais c'est vrai que c'est pas là où il y a le plus gros problème, c'est pas là où il y a le plus gros malaise. En fait, là où il y a le plus gros malaise, selon moi, et où je regarde les choses un petit peu en déglutissant bizarrement, c'est que je me rends compte que on a engendré un monstre. Enfin, je me rends pas compte maintenant, hein, mais quand je dis on, c'est notre attitude en tant qu'utilisateur, en confiant peut-être autant de données, en passant autant de temps sur Facebook, en utilisant autant le Facebook login pour aller se connecter un peu partout. Et finalement, on a été alerté par des penseurs, hein, des spécialistes, mais on a tous été un petit peu naïfs de se dire oui, ça reste Facebook, quoi, ça reste des données qu'on peut divulguer de temps en temps, mais là, on voit quelque chose de quand même beaucoup plus conséquent, quoi. Mais on ne peut pas demander aux utilisateurs de prévoir tous les impacts liés à la collecte des données qu'ils partagent. Et là, justement, c'est là où je disais tout à l'heure la responsabilité des concepteurs. Et pour cela, je vais vous renvoyer notamment à une conférence que j'ai eu la chance de voir. C'était en février ou mars, je ne me souviens plus. C'était Interaction 18 qui se déroulait à Lyon. Et c'était Alan Cooper qui a fait une présentation, une conférence qui s'appelait The Oppenheimer Moment. Et en gros, donc Robert Oppenheimer, physicien américain, qui justement était le directeur du projet Manhattan et qu'on appelle le père de la bombe atomique. Et donc justement, ça appelait à prendre la responsabilité de ce que l'on conçoit et d'imaginer comment les outils que l'on conçoit aujourd'hui et les services que l'on conçoit aujourd'hui peuvent impacter dans le futur la société, la démocratie potentiellement, la liberté de chacun. Et c'est justement là, c'est un rappel à l'ordre pour les concepteurs de produits, de services, de plateformes sur notre responsabilité et sur l'éthique que l'on doit avoir lorsque l'on travaille pour ce genre de choses. Et moi, je pense vraiment c'est très intéressant. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça, et je pense que, comme on le disait aussi, il faut contraindre la responsabilité par la loi quand c'est approprié aussi. Mais je crois que le problème dépasse tout ça au final. C'est un problème de technologie, et la technologie, je me souviens plus de l'expression en français, mais the cat is out of the bag. Tu vois, le chat est sorti du sac. C'est quoi on peut plus remettre les sardines dans la boîte, on peut plus. L'histoire de chat et de sardines m'a perdu là. Stop, Patrick. Donc on peut plus remettre les sardines dans la boîte, tu vois, c'est clair comme image. C'est fini, c'est sorti, c'est comme on a une interview sur npr.org de Lyudmila Savchuk, qui est une blogueuse, une journaliste russe qui a passé du temps chez le IRA, le Internet Research Agency, l'usine à trolls de Saint-Pétersbourg, qui a posté tous ces trucs dont on a parlé des milliers de fois. Et enfin, oui, on peut. Moi, je continue à penser que peut-être qu'il faudrait un Internet moins anonyme. Je rejoins un petit peu Guillaume et Marion d'ailleurs quand vous dites c'est un petit peu la fin des illusions, quoi. On rêvait d'un truc entièrement sans contrôle, où tout était merveilleux, où tout était bon. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission, mais là, je veux dire, bon, si on a un petit peu moins d'anonymat, peut-être qu'on peut réussir un petit peu à contrôler cette usine à trolls. Mais tant qu'il y aura de l'anonymat partout, on peut pas
altérer ça. Le reportage, enfin l'interview qu'elle donne est assez édifiante et c'est tellement vicieux parce que maintenant qu'on sait qu'il y a tous ces trolls, on va peut-être même arriver à se dire quand il y a quelqu'un qui poste un truc qui contredit ce que je pense, bah peut-être que c'est un troll quoi, ou je vais ne pas. Enfin, il y a quelque chose de vraiment vicieux dans toute cette histoire, mais oui, on peut essayer de faire les choses de manière plus éthique. Tiens, un autre exemple. En Chine, ils sont en train de mettre en place, enfin, ils ont mis en place un système de crédit social. C'est-à-dire qu'on acquiert du crédit ou on perd du crédit social en fonction de ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, ça peut être je suis arrêté, je perturbe la paix du pays, ou enfin ça peut être tout et n'importe quoi, ou ça peut être est-ce que je sais moi, enfin bon, bref. Et ça peut être des choses assez anodines. Oui, complètement. Si on ne paye pas une amende au moment où il faudrait, diffuser des fausses informations, par exemple, ça peut rentrer dans le cadre du truc. Traverser en feu rouge, hein, ça en fait partie. Par exemple, et en fonction de notre crédit, de notre score social, c'est peut-être un meilleur terme, le score social, on va pouvoir ou pas pouvoir prendre des avions, prendre des trains, etc. Alors c'est la Chine, ok, mais ça montre bien que c'est un problème c'est complètement orwellien ce truc, mais ça montre bien que c'est un problème de technologie et je pense pas qu'on va pouvoir tout à coup revenir dans une situation où tout ça n'existe. C'est pas que ça n'existe pas, ou tu vois, c'est pas parce qu'on va les concevoir avec un petit peu plus d'éthique à l'esprit que tout à coup ces problèmes vont disparaître. La technologie, de la même manière que la bombe atomique, bah on a dû et on doit encore vivre avec et trouver un moyen de s'adapter à notre vie avec. Je pense que là, on va pas résoudre ces problèmes. Il va falloir les endiguer autant qu'on peut et apprendre à vivre avec. Et ça va prendre un moment, quoi. Je suis pas aussi pessimiste que toi en disant qu'il va falloir apprendre à vivre avec ces problèmes. Tu penses je pense que justement il faut apprendre à gérer ces innovations technologiques, l'arrivée de la collecte de data qui permet de faire plein de choses, du ciblage publicitaire évidemment et la politique, mais pas que. Donc il y a des choses qui sont positives, mais il y a aussi des choses négatives comme avec toute avancée technologique. Et c'est là où lorsqu'on est concepteur, ça fait partie de notre boulot, de notre travail de tous les jours, de penser aux effets positifs et négatifs pour pouvoir mieux préparer le terrain de l'avenir. Alors ça veut pas dire qu'on voit dans le futur et qu'on va pouvoir empêcher tous les usages déviants des innovations technologiques, mais ça peut préparer le terrain en tout cas. Ouais. Oui, effectivement. Bon, je dirais en conclusion, d'une part, ne faites pas ces quiz débiles sur Facebook. J'espère que là, ça sera. J'avoue, moi, je les ai faits. Hein. T'as cité Harry Potter et oui, Harry Potter, quoi. Bon, et moi, j'utilise pas trop Facebook, donc je les ai pas faits. Mais bon, écoute, Marion, un mauvais point. Et d'autre part, ce que je dirais aussi, c'est que les gens qui nous ont dit ah mais voilà, on le savait, on avait dit que machin. Je dirais oui, mais là encore, les gens vont pas arrêter d'utiliser Facebook. Oui, on va dire il faut pas, il faut comme ça. Là pour le coup, je te rejoins un peu plus Marion, je dirais il faut au moins que oui, n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais les grosses sociétés, il faut inclure un petit peu d'éthique aussi, même si je disais que c'est pas forcément facile il y a un instant, mais il faut qu'ils aient qu'ils soient forcés à avoir un petit peu plus d'éthique, et ça se fait par la loi finalement, c'est le seul moyen, par la contrainte pas de que. Non. Justement, tu vois, Facebook, je crois que c'est la seule société tech aujourd'hui qui a une équipe qui travaille sur l'éthique justement dans le produit. Oui, disons que c'est pas forcément. Moi, je pense que c'est la peur de la législation et d'autre part l'opinion publique qui s'est tellement retournée sur cette dernière année. D'ailleurs, on a une liste des sociétés les plus aimées aux États-Unis et toutes les sociétés tech ont dégringolé. Elles étaient genre 1, 2, 3, 4, 5 et elles se retrouvent 20e, 30e, 10e, machin. Donc
L'éthique, ça devient la nouvelle écologie, hein, ça devient le truc qui auparavant était perçu un peu comme une contrainte et qui va être petit à petit perçu comme un avantage. Donc il faut qu'ils en tirent parti, tout simplement. Ouais. Alors, j'aime bien cette analogie, effectivement. L'écologie, il y a 20 ans, c'était un petit peu qu'est-ce qu'ils nous font chier, c'est tree huggers. Ça fait partie des enjeux de notre temps aussi, c'est pour ça. C'est vrai, ouais. Bon, donc voilà pour ce gros sujet de Cambridge Analytica. Il y aurait énormément de choses à dire en plus, mais on a déjà passé pas mal de temps dessus. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé votre lanterne et que vous aurez pesé le pour et le contre dans cette affaire. Une chose à dire, j'ai l'impression d'avoir coupé quelqu'un avant qu'on avance. Non, c'est bon. Non, je crois pas. Très bien. Bon, c'est vrai qu'on a quand même fait à peu près le tour, je pense. Donc, ce qui est pas facile avec ce sujet, hein, quand même. Franchement, j'espère que les auditeurs penseront qu'on a fait un bon boulot. C'est vrai que c'était pas évident. Vous pouvez venir nous le dire dans les commentaires, bien sûr, si vous avez des choses à ajouter ou des remarques à faire sur ce qu'on a dit. Une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs, une petite pause pour vous rappeler que cette émission est financée non pas par de la publicité, non pas par des sociétés tierces qui viendraient vous aspirer vos données, pas du tout. Moi, je finance cette émission uniquement par la bonne volonté des auditeurs qui apprécient les business models, les modèles d'affaires sains et éthiques. Justement, ce sont des auditeurs qui se disent écoutez, cette émission elle est plutôt sympa, je trouve que ça m'apporte quelque chose, ça m'apporte un bon moment passé dans le métro ou en faisant le ménage, et en plus j'apprends un petit peu sur les sujets tech qui sont intéressants ou importants, et donc je vais lâcher un petit dollar, un petit euro pour chaque épisode, ou un petit peu plus, le prix d'un café ou le prix d'une bière. Donc merci à vous tous qui choisissez de faire ça, et en particulier, merci à Julien, Nico Chaz, Cyril Corroyer, Salim, David Devilliers, Monsieur Pascal Gavoto, Berzellard, Nicolas Weinsibert, Laurent Godin et Julien Delrieux. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Ça me fait vraiment plaisir, ça me va droit au cœur, et en plus ça me permet de me nourrir et de payer mon loyer, ce qui est et les Pampers presque encore plus important. Oui, les Pampers. Je crois que je l'entends pleurer avec ma femme. Je me suis exilé à la cuisine pour pouvoir faire l'émission. Il dort pas. On n'entend rien. Non, très bien, parfait. Ok, tout va bien. Parce que je peux vous dire que moi je l'entends. Peut-être pas tout de suite, mais bon, bref. Bon, parlons un petit peu plus de Facebook, mais avec un côté un petit peu positif. Tiens, on a a priori une date pour le lancement de l'Oculus Go. Vous savez, c'est ce casque de réalité virtuelle que Facebook va lancer, et visiblement ça serait à la conférence de développeurs de Facebook, la F8, qui aura lieu le 1er mai, et c'est un casque donc de réalité virtuelle autonome qui a tout le savoir-faire de la société Oculus, dont on sait qu'il travaille sur qui travaille sur ses projets depuis un bon moment, et qui devrait coûter autour de $200. Et pour moi, comme je le disais à son annonce, ça va être je pense, le vrai début de la réalité virtuelle. On va voir ce que ça donnera, mais donc ça arrivera peut-être dès le 1er mai. Donc vous avez 6 semaines pour commencer à économiser pour le commander. J'espère qu'il sera disponible en France tout de suite. Vous y croyez, vous, à l'Oculus Go? Ou moi je pense que si la réalité virtuelle va décoller, ça sera avec ce type de casque, et personne n'est mieux placé que Facebook et Oculus pour ça. Je t'en prie, vas-y. Du coup, je me jette sur le sujet. Si, tu vois, moi, ça me parle parce que je vois la VR depuis qu'on en parle dans tous nos canards tech, et je vois ça d'un œil un peu distant parce que ça m'interpelle pas plus que ça m'intéresse pas plus que ça. Je regarde ça de manière curieuse, et souvent c'est très cher. Et là, je me rends compte que ça devient le prix un peu inférieur à une console, et ça devient, je trouve, accessible. Je crois que ça commence à parler à du grand public, un peu comme moi, qui a envie de s'intéresser à ce sujet sans pour autant investir un mois de salaire dedans. Donc c'est cool. Non, moi je suis ravi. Si ça se concrétise. Il semble, oui.
Oui, c'est intéressant parce qu'en plus, voilà, c'est relativement accessible. Il y aura déjà des applications compatibles à la sortie, puisque c'est le même, c'est ce que dit l'article, hein, c'est le même, Le même même système système que que le Samsung Gear VR là, le casque de Samsung. Qui existe depuis déjà quoi, 2-3 ans, donc ils ont eu le temps de faire des applications, quoi. Exactement, donc c'est un très bon avantage pour ce nouveau casque qui va permettre d'avoir un système beaucoup plus mature que s'il sortait tout seul avec tout un nouveau système et des apps à développer, quoi. Ouais, tout Et à fait. est-ce qu'on va avoir droit aux petites manettes qui vont bien là, qui font rêver? Je sais plus comment elles s'appellent, celles qui permettent d'interagir. Alors Ouais. non, ça c'est l'un des soucis de ce casque. A priori, enfin peut-être qu'on pourra les acheter en plus, mais il y aura que la petite télécommande. C'est vrai que la réalité virtuelle, de mon expérience, sans les manettes qui captent les mouvements et qui vont modéliser vos mains dans l'espace de réalité virtuelle, c'est un petit peu que la moitié de l'expérience. Mais bon, pour $200, les manettes, je pense, coûtent 150 pour deux, donc pour la paire, quelque chose comme ça. Mais bon, pour ce prix-là, tu vois, on peut pas tout avoir non plus. Mais c'est vrai est-ce que ça- Avec les boîtes en carton quand même. oui. Est-ce que ça fonctionnera avec l'Oculus Go? Parce qu'ils disent que justement, il n'y a pas du tout de technologie de tracking. Alors, ça, je sais pas trop, peut-être pas, non, peut-être que ça Pour sera moi, pas c'est possible, justement- on attendra c'est- le... Ouais, pour moi, c'est pour ça qu'il est aussi peu cher, en fait. Je pense que c'est vraiment un premier aperçu de la VR avec cet C'est vrai. Oculus Go. Et c'est vrai que sans les mains, c'est moins bien. Sans les mains, c'est moins bien. Bon, un autre truc qui sort chez nous, pour le coup, là, on est sûr que ça va sortir en France. C'est l'Amazon Echo qui enfin va arriver. Il faut que je retrouve la date d'ailleurs. Je ne l'ai pas noté. Honte à moi. C'est quand? Je ne sais plus. Bon, bref, c'est en cours. C'est en cours. Je L'Amazon sais pas si Echo on a la date exacte d'ailleurs. arrivera en 2018. Ça a été confirmé. Ça arrivera cette année. Donc, bon, Amazon Echo en France, est-ce que vous allez vous jeter dessus? On connaît tous, hein, maintenant, on a tellement entendu parler des enceintes connectées. L'Amazon Echo est la plus populaire d'entre elles. Et elle n'était pas encore disponible ici, contrairement au Google Home. Vous allez vous jeter dessus? Ouais. Moi, oui, je vais me jeter dessus. J'ai mon Google Mini déjà. Je suis super fan. Et donc, D'accord. depuis le temps qu'on nous le vend outre-Atlantique, il faut quand même tester. Par contre, je me posais la question. Je me demandais si Amazon a autant de notoriété dans un pays tel que la France qu'aux États-Unis. Et je me demande si le grand public peut autant être intéressé par une enceinte connectée Amazon que ne peut l'être le public des États-Unis, par exemple. Je sais pas. Je me rends pas tout à fait compte. J'ai l'impression que outre États-Unis, dans d'autres pays, ça marche bien aussi. Mais je suis quand même curieux de voir ce que ça peut donner là encore auprès du grand public. Il faudra regarder ça. Oui, Ouais. c'est très intéressant. Je me pose la même question concernant la perception d'Amazon en France. D'ailleurs, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait partie d'Amazon et qui travaillait sur le Echo justement. Et je suis assez curieuse de voir comment ils ont conçu la chose et notamment avec l'assistant Alexa là. Est-ce que il va être aussi performant? C'est une vraie question. Oui, et j'avoue que même encore aujourd'hui, et pourtant Dieu sait que je suis tout ça, j'ai toujours pas complètement compris à quoi ça sert ces enceintes connectées. Oui, ça te donne la météo, oui, ça va te lire les news quand tu lui demandes. Oui, ça va te mettre un article sur ta liste d'achat d'Amazon. Mais je suis pas certain d'en avoir l'utilité. Peut-être que du coup, toi, Guillaume, qui est fan du Google Home Mini, tu vas tout de suite lui trouver une utilité. Mais moi, je reste un peu perplexe, quoi. Tu verras quand ton bébé aura grandi de 3 ans, qu'il demandera des blagues et les bruits du tigre à son assistant vocal, ça t'énervera autant que ça t'enthousiasmera. Ouais. Mais c'est des petits détails, hein. Ça va pas révolutionner le quotidien, mais tu vois, tout bêtement, le matin, on arrive dans le salon, on demande à l'assistant de lancer la radio, de donner les news de la journée et tout simplement le petit geste qu'on faisait avec la radio ou de lancer la télé, ça peut être des interactions qu'on fait avec ces assistants-là. Après, de là à dire que ça change la vie, non, faut pas exagérer non plus. Hein. Mais c'est marrant, ça me fait penser aux cartes sans contact. J'en avais parlé déjà dans l'émission, les cartes de paiement sans contact. Avant que je ne commence à les utiliser, je me disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça prend 2 secondes de mettre un code PIN. En plus, c'est plus sécurisé. Ça va pas non plus. Et en fait, j'adore les cartes sans contact, quoi. C'est vraiment une histoire de pratique versus sécurité à la limite. Mais maintenant, je trouve ça hyper pratique et je suis hyper content d'en avoir. Donc peut-être que ça sera un petit peu du même acabit.
Je pense qu'en effet, c'est exactement lié aux habitudes, hein, au changement d'habitude qu'on peut avoir au quotidien. Toi, tu parlais des cartes sans contact. Moi, je commence tout juste à les utiliser, pour être honnête. Mais par contre, je suis très très habituée à mon paiement N26. Donc là, je suis complètement accro avec les notifications, etc. en temps réel. Mais par contre, que j'ai commencé à utiliser, c'est la domotique avec les ampoules connectées. Avant, j'avais la même réaction, genre en quoi c'est compliqué de se lever pour aller toucher l'interrupteur. Et ben en fait, maintenant que j'ai des routines, c'est juste que ça fait partie de mon quotidien et je n'ai pas, c'est effortless. Enfin, j'ai pas d'effort, j'ai pas besoin d'y penser et ça correspond à ma routine habituelle. Donc ça fait vraiment partie des habitudes, mais il y a quand même un apprentissage à avoir, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, juste pour terminer sur le sujet, mais je vous assure, faut voir les enfants avec ce type d'interface, c'est juste dingue. Déjà, ils sont hyper à l'aise avec le tactile, évidemment, ils sont nés avec, mais il suffit de leur montrer qu'en posant une question, on a une réponse. Ils sont hyper imaginatifs, ils font leurs devoirs avec, et ça devient un peu la phrase gimmick des repas en famille, c'est demande à Google, tu vas voir ce qu'il va te dire. Et l'appropriation par les enfants est vraiment formidable, quoi. Bon, je suis sûr qu'on a des gens qui vont nous dire que c'est terrible de donner encore du pouvoir à Google et Amazon. Je peux pas forcément leur jeter la pierre, mais bon. Tiens, je suis désolé, je rajoute encore un mot. Il y a le site de la CNIL qui donne des indications justement pour sur les assistants personnels qui sont pas bébêtes. Enfin, c'est tout un petit guide qu'il y a sur la façon dont on peut gérer les assistants personnels, rappeler que ça capte des données, qu'on a la main dessus, etc. C'est pas complètement idiot d'y jeter un coup d'œil. D'accord. Donc le site de la CNIL, comme toujours, bon à consulter. Combien d'abonnés au très haut débit y a-t-il en France? Est-ce que vous le savez? Bon, vous avez peut-être vu les notes de l'émission, mais oui, bon. Bah oui, on triche quand même. Vous trichez un petit peu. Et ben en fait, il y a aujourd'hui 7 millions d'abonnés au très haut débit, dont 3,3 millions d'abonnés en fibre. J'avoue que c'est un rapport qui a été publié par l'ARCEP. J'avoue que j'ai été assez, je trouve déçu. Ça, mais oui, hyper déçu en fait, parce que 7 millions d'abonnés, je sais pas combien de foyers ça fait exactement. En fait, il y a deux éléments. D'une part, 7 millions d'abonnés, disons que ça fait 2 personnes par foyer, par abonnement en moyenne. Ça veut dire qu'il n'y a que 14 millions de personnes en France qui ont accès au très haut débit, sachant que le très haut débit est défini comme plus de 30 mégas par seconde. Les autres, donc on n'a que 14 millions de personnes. Les autres, ils sont en quoi? En ADSL? Enfin, on est à l'âge de pierre, quoi. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui me disent, bah oui, bonjour, bienvenue dans la vraie vie. Voilà ce que c'est, en fait. Il y a plein de gens qui sont encore en ADSL et qui téléchargent tes podcasts. Quand il fait plus de 100 mégas, je suis hyper emmerdé. Mais pour ces gens, je suis sûr que la 4G est un truc qui les sauve, quoi, s'ils ont accès à la 4G. Toute technologie confondue, on a en fait 11,8 millions de locaux non, qu'est-ce que je dis? Je dis une bêtise. 11,8 millions de locaux qui ont accès à c'est 10 millions qui sont éligibles à la fibre. Et sur cela, il y en a que 3 qui l'ont prise. Mais que faites-vous, les gens? C'est vrai que je comprends pas. Mais bon, le chiffre important, c'est effectivement ces 7 millions d'abonnés. Moi, j'avoue que j'ai été hyper déçu, quoi. Ah, ça fait pas beaucoup parce qu'en plus, quand on a la DSL, on est très très loin des réalités dont on parle là dans le podcast. On parle d'assistants personnels, mais quand ça met 10 secondes à se lancer au secours, on parle de Netflix en haute def, mais ils en sont même pas là, quoi. Enfin, non, même en basse def, je pense que c'est compliqué. Ah ouais, tout à fait. Ouais, je suis et ce qui m'inquiète au-delà de la plaisanterie, vous pouvez pas regarder Netflix en HD, c'est ce qui est inquiétant, c'est que c'est une question d'infrastructure, quoi. Je sais qu'on a le plan THD, qu'il a pris du retard, qu'il est encore ravigoré tous les 4 matins, mais c'est une question d'infrastructure. C'est comme si on disait il y a que 7 millions de foyers en France qui ont l'électricité. C'est bon, clairement, on est dans une meilleure configuration, mais pour moi, c'est hyper inquiétant, quoi, le fait qu'on n'ait pas plus de foyers qui sont connectés au très haut débit. Encore une fois, le très haut débit, c'est 30 mégasecondes, hein. On parle pas de la fibre. La fibre, c'est que 3 millions. Donc, bref, ça m'inquiète un peu.
Ouais, puis je sais pas si c'est en payant nos forfaits 2 ou 3 euros que ça va changer la donne. Je sais pas, je me rends pas compte. Oh, tu sais, je suis pas certain que les pas FAI, lié, je pense que même à l'époque où ils avaient des forfaits à des prix exorbitants, ils réussissaient à ne pas répondre à leurs exigences, tu vois, d'investissement et de construction de fibres. Donc bon. Et parce que c'est toujours la même logique, c'est la rentabilité. Pour l'infrastructure et qu'elle soit remboursée le coût de la mise en place, il faut qu'il y ait suffisamment de foyers au bout. Et ça, c'est le problème entre les grandes villes et le reste, tout simplement. Oui, mais je crois que même toutes les grandes villes sont pas fibrées. Hein. Tu sais, c'est. Ah oui, bah ça je peux te le dire, hein, même à Paris. Ah oui, moi, c'est par exemple. C'est ça. Donc c'est même pas une question de rentabilité, c'est qu'ils n'ont pas de motivation. Enfin oui, bien sûr, c'est toujours une question de rentabilité, évidemment. Mais je veux dire, il n'y a pas peut-être pas assez de concurrence ou je sais pas, où il faut les mettre en prison. Voilà ce qu'il faut faire. Les présidents de ces sociétés qui ne suivent pas leurs promesses d'investissement, prison. Moi, je pense que c'est bien. Tiens, en parlant de scandale, il y a des failles qui ont été découvertes sur les processeurs d'AMD, les Ryzen. D'ailleurs, il a été intelligemment nommé Ryzen Fall. Très malin. Epic et Ryzen ont donc des failles. C'est un petit peu étrange la manière dont ça s'est passé parce que c'est une société, je crois, israélienne qui a découvert les failles, qui les a annoncées, enfin qui les a rendues publiques, qui a prévenu AMD et 24 heures plus tard, ils les ont rendues publiques. C'est un petit peu pas très propre comme manière de faire des choses. Moi, je me disais c'est peut-être un coup de pub ou alors c'est une histoire de manipulation d'actions. Et ils ont vendu les actions ou alors tu vois juste il y a un truc qui est bizarre, surtout que les failles, oui, c'est plus ou moins des failles, mais enfin c'est pas du tout comme les failles de Intel, qui d'ailleurs devrait avoir des processeurs prêts d'ici cette année pardon, et ces gens, ils ont vu qu'il y avait un problème avec les processeurs Intel. AMD a dit non, nous tout va bien, on n'a pas de problème, et ils se sont dit il y a un coup à faire, on va dévoiler ces failles qu'on a trouvées, même si elles sont pas du tout aussi dangereuses que les failles Intel. Comme il y a tout ce buzz autour des failles Intel, on va réussir à faire quelque chose, soit en pub, soit en action, soit je sais pas quoi, mais ça me paraît pas très clean leur histoire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, mais je pense que c'est ce que t'as dit, hein, c'est faire parler d'eux aussi. Je pense. Ça fait penser aux failles Skyfall et Solace là qui avait eu après justement Spectre et Meltdown avec cette initiative. C'est des fausses failles qu'un mec de chez Atos avait créé, avait maquetté pour justement dénoncer le fait que ça faisait aussi vachement de pub pour les entités derrière. Un coup de pub probablement. Mais il y a les vraies failles quand même derrière, hein, même si non, bien sûr. Je crois qu'a priori c'est des vraies failles. Tout à fait. Oui, mais par exemple, faut quand même avoir un accès admin à la machine, enfin pour certaines. C'est ça, c'est ça. Il faut changer le BIOS ou alors avoir accès admin. Enfin bon, c'est quand même c'est pas tout le monde qui va pouvoir. Enfin, c'est pas du tout, encore une fois, aussi dangereux que les failles Spectre et Meltdown. Lyft est en train, vous savez, Lyft c'est une société comme Uber aux États-Unis, peut-être un petit peu plus éthique, qui est en train de tester un abonnement au transport avec la société. C'est $200 par mois pour 30 courses qu'on peut faire sur leur service. C'est intéressant. Bon, si on utilise les 30, ça revient pas trop cher. Est-ce que ça vous intéresserait un truc comme ça, $200 pour 30 trajets dans le mois, hein, on parle de $100 par mois. Ça vous intéresserait ou c'est pas forcément votre tasse de thé? Alors, je trouve l'idée assez maligne pour les gros utilisateurs ou ceux qui sortent beaucoup et qui n'ont pas forcément envie de s'embêter. Mais moi, après, je suis pas une très grande utilisatrice et ça me pose quand même un problème, de plus utiliser les voitures, etc. Je suis quand même très transport en commun. C'est peut-être un peu snob de dire ça, mais je suis quand même très transport en commun. Je crois que c'est le contraire de snob. Oui, ou alors non, toi, c'est hipster snob, c'est genre voilà, non ça. Mais attends Uber, non mais ça moi, c'est. Je suis responsable, monsieur. C'est ça, c'est hyper mauvais pour la planète. Je suis pour le respect de la planète. Ah, c'est très bien. Guillaume, toi? Ouais, moi je suis pas éthique du tout. Je trouve qu'à ce prix-là, on peut rembourser un crédit pour une voiture, donc ça vaut pas le coup.
Plattsburgh, est-ce que vous connaissez Plattsburgh dans l'État de New York? Mon petit doigt me dit que c'est la ville où la consommation d'électricité est pas chère du tout. Exactement. Et c'est tellement pas cher. Alors, il y a 10 histoires par épisode où je pourrais vous parler des bitcoins et des crypto-monnaies, etc. Je les ai mises un petit peu de côté, mais celle-là, je l'ai trouvée assez intéressante. Donc, c'est la ville des États-Unis où l'électricité est le moins chère. Et évidemment, comme on en avait déjà parlé, le minage de crypto-monnaies, ça coûte assez cher en électricité, ça consomme beaucoup. Et donc, il y a énormément de mineurs qui sont allés s'installer à Plattsburgh pour faire leurs opérations de minage commercial. Et ça a tellement utilisé d'électricité que les factures d'électricité des résidents ont augmenté de 100 à 200 $. Et du coup, la ville a été obligée de légiférer ou de mettre un décret interdisant le minage de Bitcoin pendant 1 an et demi, parce qu'ils ont dit, enfin évidemment tout le monde était hors d'eux, ils ont une centrale hydroélectrique qui produit de l'énergie renouvelable machin, et tous les mineurs de Bitcoin des États-Unis se sont dit ouah super, l'électricité pas chère, on va y aller, et ils utilisaient donc leur super centrale hydroélectrique hyper verte, hyper clean pour miner leur Bitcoin. Et donc, la ville a été obligée de légiférer, quoi. C'est une petite ville, je crois qu'ils sont même pas 10 000 habitants. Mais j'ai trouvé ça assez incongru comme histoire. C'est l'une des nombreuses histoires sur le sujet et sur les crypto-monnaies. Je pense qu'il est temps que on ait des crypto-monnaies qui aient des algorithmes revus qui pallient à tous ces problèmes, quoi, de consommation d'électricité et de délai dans les validations des transactions, etc., etc. Comme on le disait la dernière fois, c'est en cours, mais ça donne lieu à des petites histoires assez amusantes comme celle-ci entre-temps, quoi. C'est sûr que la consommation électrique, c'est un des grands enjeux de ces crypto-monnaies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas choisi le chemin le plus facile en disant non, mais on banne toute utilisation de l'énergie pour le minage de crypto-monnaies, mais ils vont plutôt justement travailler à trouver une solution qui soit acceptable pour tous, quoi. Oui, je sais pas comment ils vont faire, hein, mais bon courage. Bruno Le Maire a déclaré il y a quelques jours qu'il voulait assigner en justice Google et Apple pour pratiques anticoncurrentielles ou plutôt pratiques déloyales envers les développeurs d'applications dans leur store. Alors, je vous avoue que ce dont il parle est un petit peu vague. Il dit en gros, pour résumer, que Apple et Google ont trop de contrôle sur la relation qui lie les développeurs avec les stores, et que donc la relation est déloyale, déséquilibrée, tout ce qu'on veut. Et je suis pas sûr de comprendre sur quoi se base cette plainte. Peut-être que vous avez plus enfin, je dis pas forcément que c'est une mauvaise chose, mais je sais pas très bien ce qu'on leur reproche en fait. C'est un reproche que moi je fais souvent aux élus européens quand ils font un petit peu de critique ou quand ils menacent d'action en justice les GAFAM. Parfois, on sait pas très bien exactement ce qu'ils veulent ou s'ils reprochent. Est-ce que vous y voyez plus clair, vous, à cette histoire ou pas? Je pense que c'est vrai que entre la création de ces App Store et aujourd'hui, il y a eu une vraie évolution, un vrai développement de business autour de ces App Store, et du coup la relation parfois peut paraître assez déséquilibrée. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est Apple qui fixe les prix ou Google qui fixe les prix sur l'App Store. Enfin, il y a des tranches de prix, il y a des pourcentages reversés lors des abonnements, etc. Enfin, on se rappelle la guéguerre Spotify avec l'abonnement qui n'était pas auquel l'utilisateur ne pouvait pas souscrire via l'application. Donc, il fallait faire la démarche d'aller sur le web pour souscrire à Spotify, parce que sinon Apple prélevait le pourcentage. Voilà, c'est Apple qui dicte ses lois sur son App Store. C'est son business, c'est eux qui régissent ça, et des fois, ils arrangent un peu les terms and conditions, enfin les règles d'utilisation de l'App Store pour pouvoir bannir qui les arrange, quoi. Après, comme tu dis, c'est vraiment pas détaillé. Ça reste un peu flou.
Ouais. On a l'impression qu'il a pas pris le bon train et qu'il a pas en plus pris le bon train pour pas la bonne destination, pas au bon moment. Ça fait un peu penser à l'emoji qui a les deux yeux qui se lèvent en l'air. Ça fait un peu bizarre. Mais en fait, on n'était plus habitué, je trouve. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ces derniers mois, on n'était plus habitué à avoir des énormités sur la tech de la part des politiques emblématiques. Et je me disais, chouette, ça a changé. Et puis, voilà, ça nous rappelle à ce doux souvenir que non, tout n'est pas comme ça. Bon, je dirais que c'est pas une énormité non plus. C'est juste que c'est pas très précis, quoi. Mais c'est en gros un petit peu ce que disait Marion. Il y a un déséquilibre dans les pouvoirs, et peut-être que ce qui pourrait passer dans un store, un magasin privé, quand on a une concurrence et 10 magasins dans la rue et 60 rues dans la ville, là, étant donné qu'il y a que 2 stores dans le monde, en pratique c'est le cas. Bah oui, peut-être que je peux comprendre la démarche, mais bon, ensuite il a fait cette déclaration à la radio, c'était peut-être pas le moment de détailler exactement ce dont il voulait parler parce que le public est très large et c'était une déclaration d'intention plus qu'autre chose, mais surtout en menaçant d'amende chiffrée qui était pas très très étoffée, quoi. Enfin, c'était pas. Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai qu'en plus en ce moment ça fait bien de râler après les GAFAM, quoi. Ça oui, ça fait 2 ou 3 ans que ils s'en donnent un petit peu à cœur joie. Mais comme on le disait, tiens justement, l'Union européenne, on le disait, c'est pas forcément une mauvaise chose en début d'émission, mais l'Union européenne a une nouvelle demande auprès de Google et d'Amazon, par exemple, c'est de donner plus de clarté sur les algorithmes qui gèrent leur rankings, leur classement. Merci beaucoup, Guillaume. Et ils disent, ils vont pas détailler l'algorithme par le menu, mais ils voudraient connaître les raisons pour la chute ou le retrait d'un élément de ce classement. Si quelqu'un chute dans le classement ou si quelqu'un est retiré carrément du classement, il faudrait qu'on sache pourquoi, et donc qu'ils aient des guidelines ou des explications un petit peu plus claires. Et là, c'est toujours un petit peu compliqué parce que plus on est clair, plus ça permet aux gens de manipuler le système, en fait. Donc c'est pour ça que généralement ces sociétés sont au contraire pas du tout claires sur la manière dont fonctionnent leurs algorithmes. Mais bon, là l'Union européenne ne demanderait pas précisément l'algorithme non plus, mais juste un petit peu plus de clarté. Ça, je sais pas encore très bien quoi en penser. Il faudrait peut-être un petit peu plus de, étudier le sujet un petit peu plus, mais je suis entre pourquoi pas, peut-être que ça pourrait être bien, et ah oui, mais si on commence à donner des détails, ça va donner des résultats contre-productifs dans les classements, justement, avec des gens qui vont savoir comment faire pour remonter de manière artificielle, quoi. Pas sûr. Oui, aujourd'hui Google donne plutôt des bonnes pratiques pour s'assurer d'un bon ranking dans les résultats de recherche. Maintenant, au lieu de mettre en avant les bonnes pratiques, ils vont devoir se justifier de pourquoi tel résultat apparaît plus loin. C'est un petit peu bizarre comme demande, et surtout généralement c'est pas lié à un seul point. Je veux dire, c'est un équilibre de plusieurs points sur le site internet qui fait que celui-ci va perdre des points dans le ranking, quoi. Ouais. Bon, ils peuvent donner une liste en même temps, ou bon, je sais pas. Android Wear, vous savez, l'OS, le système d'exploitation de la technologie portée, on réutilise le terme de Google, a changé de nom. Ça s'appelle maintenant Wear OS, parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des iPhones ou peut-être d'autres appareils qui utilisent des montres, notamment des montres connectées Android Wear. Donc aujourd'hui, c'est plus Android spécifiquement, mais Wear OS. Je crois que c'est un quart des appareils anciennement Android Wear, donc aujourd'hui Wear OS, qui sont utilisés avec des iPhones et pas uniquement avec des Android. Bon, voilà, c'est un petit détail. Je me demande si c'est la seule raison. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a le fait que l'entité Android parle pas forcément au grand public. J'ai l'impression, vraiment, je pense que nous qui connaissons un peu la tech, oui, mais le grand public pas forcément. Pour eux, il y a Samsung et Apple, et pas forcément, je pense, Android. Et j'ai l'impression que ça participe à tout un mouvement de la part de Google. Je crois qu'il y a aussi, je vais peut-être dire des bêtises, Google Pay, c'est ça, non, qui est remplacé, Android Pay, qui est remplacé par Google Play, un truc comme ça. Enfin, j'ai l'impression que la marque Android disparaît petit à petit. Ou en tout cas n'est pas autant affirmé qu'avant, parce que c'est pas forcément un argument de vente, j'ai l'impression. Oh,
Oui, c'est intéressant. Bon, en même temps, Wear OS, c'est peut-être pas tellement plus connu, non, c'est clair. Il y a une marque à construire, mais c'est clair. Tu vois le visuel, c'est Wear OS by Google. Ah oui, effectivement, oui. Tu vois, et là, ne serait-ce que le vocabulaire utilisé là pour le logo de Wear OS, ce sont les couleurs de Google, oui, tout à fait. avec les formes géométriques utilisées pour le logo Google, etc. Donc, en effet, je pense que tu as complètement raison, Guillaume. C'est vraiment pour mettre en avant la marque Google, qui est plus adulte et plus mature en termes de marque qu'un petit Android vert qui fait franchement pas très sérieux. Ouais. Effectivement. C'est des montres pour les gens, pas pour les technophiles, quoi. C'est ça. Apple a annoncé un petit event média centré sur l'éducation. Alors ça sera une école, c'est le 27 mars, donc dans une petite semaine, et ils vont se focaliser sur alors ils disent en anglais creative new ideas for teachers and students, donc des idées créatives et nouvelles pour les enseignants et les étudiants et les écoliers. On imagine sans doute l'introduction d'un nouvel iPad bon marché à $250 à peu près, c'est ce que les rumeurs évoquent, et on imagine également une offensive pour essayer de contrer le succès des Chromebooks qui sont en train d'envahir les écoles aux États-Unis notamment. Pour plusieurs raisons, parce qu'ils sont faciles à utiliser, sécurisés, il n'y a pas de prise de tête pour les gens qui sont responsables de du parc informatique des écoles, et en plus ils sont bon marché. Je suis pas certain qu'Apple réussisse à se battre sur ce créneau-là, mais bon, visiblement ils vont essayer de faire quelque chose. Vous attendez quelque chose de cette petite conférence ou qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je me rappelle de la conf Apple où ils avaient parlé de cette application là qui permettait de faire des e-books un peu plus facilement pour l'éducation. J'y croyais vachement. Je me disais enfin peut-être que c'est des solutions pour que nos enfants dans quelques années n'aient plus les gros cartables remplis. Bon, peine perdue. Je suis passé à l'école l'autre jour, ils ont toujours des cartables complètement remplis. Donc, on peut encore espérer. Peut-être s'il y a un acteur à l'international qui peut faciliter ce genre de choses, pourquoi pas. Si ça peut aider dans l'éducation, tant mieux. Marion, une idée ? Je suis pas vraiment concernée par la cible de cet article. Ouais, pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai quitté un petit peu l'univers de l'éducation. Donc j'ai un peu trop de recul. Ah non, ça c'est pas encore. Je suis pas encore prête pour partir. Bon, écoutez, voilà pour les sujets dont on voulait vous parler aujourd'hui. Je pense que ça va être la conclusion de cet épisode. Merci à tous les deux de m'avoir aidé à dépatouiller un petit peu tout ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses dont on voulait parler, mais on a réussi à tenir en à peu près 1 heure. Je pense qu'on y arrive peu à peu. Le format de l'émission hebdomadaire se construit et je pense qu'on réussit à avoir un petit peu de régularité. Donc merci à vous deux de m'avoir accompagné. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs où on peut vous retrouver sur l'internet s'ils veulent un petit peu plus de vos douces voix ou de vos doux écrits? Marion. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, ce sera le plus facile, à Aisea Design. Et les liens seront dans les notes de l'émission pour Marion et bien sûr pour Guillaume, les liens Twitter. Qu'est-ce que tu fais toi sur Internet ? Allez, 3 petits points rapides. Vous me retrouvez effectivement sur Guillaume Vendée, donc tout attaché sur Twitter. Vous me retrouvez 1 fois par semaine dans Tech Café et 1 fois par mois dans Relife, un podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Donc si vous êtes débordé par votre activité quotidienne, par votre jeune bébé qui vous occupe trop, par plein de choses, il faudra qu'on parle après l'émission, là, Guillaume. Peut-être que ça vous intéressera. Super. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Si vous n'avez pas déjà supprimé votre compte Facebook, ce que vous pouvez faire d'ailleurs aujourd'hui, et vous le supprimez grâce à la RGPD, décidément. RGPD, j'y arriverai jamais. Grâce à la RGPD, vous pouvez désormais effectivement supprimer votre compte Facebook, ce qui n'était pas tout à fait possible avant, ça prenait 6 mois, etc. Bref, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, c'est NotePatrick, comme sur Twitter.
Et vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Il y a aussi le rendez-vous jeu qui est disponible sur le site et vous pouvez venir commenter sur le site dans les commentaires tout simplement. Vous pouvez aussi aller sur iTunes pour laisser un commentaire et une note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide toujours un petit peu pour faire découvrir l'émission à de nouveaux auditeurs. Vous pouvez d'ailleurs simplement parler à vos amis de cette émission si vous pensez qu'elle pourrait leur apporter quelque chose. Si par exemple vous parlez à un moment de cette histoire de Cambridge Analytica et que vous dites vous voulez être la personne cool dans la conversation, vous pouvez dire ah ouais non mais dans le rendez-vous tech moi ils ont tout expliqué, vous devriez écouter, c'est vachement bien. Je sais pas si ça vous aura passé pour la personne cool, mais moi ça me fera plaisir parce que comme ça vous conseillerez le rendez-vous tech à quelqu'un d'autre. Et si vous voulez atteindre le niveau ultime de personne cool et de coolitude, vous pouvez bien sûr aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir financièrement l'émission. Vous savez que c'est scientifiquement prouvé, les gens qui soutiennent l'émission sont 125% plus cool et intelligents que ceux qui ne le font pas. Donc après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi je vous donne simplement les faits et bientôt on aura une campagne de ciblage sur Facebook qui pourra donner ces données factuelles aux gens à qui pour qui ça peut être important. C'est sur Analytica qui t'ont donné leurs chiffres. C'est ça, exactement, les profils des gens qui pourraient aimer le rendez-vous tech. Ça. C'est sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend 2 minutes. Vous le faites si vous voulez. Vous donnez ce que vous voulez pour le nombre d'épisodes par mois que vous voulez. Si vous voulez faire 2 ou 3 épisodes, c'est vous qui voyez. Et en plus de ça, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc voilà, franchement, il n'y a pas de raison de se priver. C'est un plaisir que vous pouvez partager avec moi. Merci beaucoup. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait d'énormes bises et on vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous. Ciao.